Fidèles auditeurs de Vandame Express, je vous salue. Je passe une petite tête pour vous annoncer la création du podcast Stallone Express, donc le petit frère de Vandame Express. Je me permets de poster cet épisode pilote sur le fil Vandame Express, et je vous invite, si ça vous a plu, à me rejoindre et à vous abonner également sur l'autre fil, l'autre podcast Stallone Express. Bonne découverte et à bientôt. Stallone, dans son premier rôle sensible. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. And to all the Rockies in the world, I love you. Stallone Express. Maintenant, ça va chier. Salut tout le monde, vous écoutez Stallone Express, le podcast qui regarde tous les films avec Sylvester Stallone et qui les classe les uns par rapport aux autres. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce projet que je dois démarrer depuis maintenant de nombreux mois, mais la vie suit son cours et j'ai eu quelques heureux événements qui m'ont empêché de démarrer ça assez tôt. Alors deux possibilités, soit vous me découvrez via ce podcast et je vous souhaite la bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Soit vous êtes des fidèles auditeurs de Vandame Express, mon premier podcast du label Gros Bras Express, sur lequel je regardais tous les films de Jean-Claude Van Damme et que je les ai classés les uns par rapport aux autres. Vandame Express, c'est terminé, à peu de choses près. Van Damme continue à faire un ou deux films assez mauvais par an. Mais il est temps de passer à la phase 2 de mon grand projet et d'aborder Sylvester Stallone. Un petit mot sur le concept, il s'agit donc d'évoquer les films de Stallone les uns après les autres. Contrairement à Vandame Express, je vais pas m'attarder sur un seul film par épisode, je vais en général en faire 2. Et autre différence avec Vandame Express, je vais, à l'instar de Atkins le Plus, faire la filmographie de Stallone chronologiquement. Pourquoi ? C'est assez évident, c'est-à-dire que Van Damme, moi j'avais regardé les films dans le désordre, ça m'a permis d'évoquer des bons films tout au long du podcast, parce qu'il y a quand même des grosses périodes de creux, et bien sûr pour retracer le parcours, c'est un peu façon puzzle, et il va falloir écouter les podcasts Van Damme Express dans le bon ordre pour avoir le parcours de vie et la carrière de Van Damme et sa progression au long de sa vie. Ici, je commence plus simple, je vais commencer donc avec la fin des années 60 et on va remonter petit à petit toutes les époques et ce qui va nous permettre aussi de mettre en perspective le film par rapport à l'époque, ce qui est régulièrement important pour expliquer les films et les succès de Sylvester Stallone. Un petit avertissement tout de même, Stallone a été intronisé par Donald Trump il y a quelques mois avec Mel Gibson comme icône d'Hollywood et lui a demandé de rebâtir un Hollywood non woke. On abordera la période Donald Trump dans quelques temps. Mon approche est de parler des films dans leur contexte et non du contexte de façon détaillée. Je vous donne rendez-vous pour la période Ronald Reagan par exemple qui va être très intéressante. L'élément central du podcast, enfin, c'est le classement. On va classer les films de Stallone les uns par rapport aux autres. Je parle des films où il a un rôle principal, où il apparaît dans tout le film. On va évoquer tous les films, il y en a pas mal au début de sa carrière, où il a des apparitions, il y en a même où il fait des caméos plutôt dans la troisième partie de sa carrière. Je ne vais pas les classer, je vais les évoquer, contrairement à mon collègue Aurélien sur Atkins le Plus, où lui, il regarde tous les films de Scott Atkins. Je vous conseille son podcast en passant. Il classe également ceux où il y a une petite apparition de Scott Atkins. Ici, je pense qu'on a suffisamment de matière pour juste les évoquer et pas les classer. Enfin, il s'agit d'un projet personnel, je suis tout seul pour faire avancer ce podcast. Comme pour Vandame Express, il y aura certainement des invités de façon irrégulière. Et enfin, j'essaierai toujours de rester sur un format relativement concis. C'est bon, tout le monde est chaud, on peut démarrer cet épisode pilote ? Pour cet épisode pilote, nous allons couvrir les années 69 à 74. Alors évidemment, vous le savez, le premier grand film de Stallone, ça va être Rocky en 76. On va découvrir le début de sa carrière, le début de sa vie de jeune acteur qui cherche sa voie. Hein. Nous allons évoquer 3 films. Le premier, c'est L'étalon italien. C'est son nom de distribution. Son nom original, c'est The Party at Kelly and Studs, qui est un film érotique qui a été rebrandé L'étalon italien pour pouvoir le vendre après la notoriété acquise par Stallone les années suivantes. Ensuite, on aura Rebel, No Place to Hide en 73, puis 74, The Lords of Flatbush, Les mains dans les poches, avec Henry Winkler alias Fonzie de Happy Days. Et voilà le programme.
Sylvester Stallone, il naît en 1946, c'est le petit frère de Frank Stallone, ils sont 2 enfants, une famille d'origine italienne avec un père et une mère, les deux assez colériques et violents, qui se disputent souvent, qui s'occupent très peu de leurs enfants, ils travaillent beaucoup. Alors son père est coiffeur et sa mère est vendeuse de cigarettes dans un club, ils sont assez ambitieux, son père va toujours chercher à avoir une carrière plus ambitieuse que ça et va sans doute naître beaucoup de frustration de cette envie, puisqu'il va jamais réellement y arriver. Stallone, il est né en 46, comme je disais, il a une déformation de naissance des nerfs de la bouche, c'est pour ça qu'il a cette espèce de faciès et de sourire très particulier qui va sans doute le servir dans sa carrière. Il parle souvent donc dans les interviews de la férocité qu'il a peut-être acquis de son père et cette soif, cette ambition. Mais il vit en manque de famille, Stallone, et en manque d'amour, parce qu'il est souvent en pension de famille. En réalité, ses parents s'occupent très peu de lui et de son frère. Et il parle également dans les interviews récemment de ce manque d'amour qui a peut-être un petit peu abreuvé sa carrière et le besoin qu'il a eu ensuite de se sentir soutenu et aimé quoi qu'il en coûte, ce qui lui a coûté assez cher aussi dans ces périodes de traversée du désert. Les 2 frères sont férus de cinéma, ils y vont en permanence, ils ratent l'école régulièrement, Stallone, et son rêve c'était de sauver des gens, d'être un héros. Il avait comme modèle assez rapidement un héros de cinéma, un peu à la manière de Schwarzenegger. C'était Steve Reeves dans Les Travaux d'Hercule, un modèle masculin absolument parfait, donc hyper bodybuildé et huilé, mis en scène. C'est devenu son modèle et ça va le rester tout au long de sa carrière, en réalité, dans un coin de sa tête. Puis il y a un petit cataclysme, donc sa famille éclate avec un divorce. Son père part dans le Maryland et sa mère va partir à Philadelphie avec son frère Frank. Sylvester, lui, il suit son père dans le Maryland. Il va vivre entouré de chevaux, son père joue au polo, et cela il va essayer de faire un petit peu comme lui, et en fait va être assez brillant, puisqu'à 13 ans il est classé niveau national. J'ai commencé à jouer au polo sur de vieux terrains vagues, mais j'ai commencé à m'améliorer. Et à l'âge de 13 ans, j'ai fini par être classé au niveau national. Mon père n'aimait pas trop ça. Au milieu d'un match, j'ai tenté un coup en revers. Il a déboulé sur le terrain. Il m'a attrapé par le cou et m'a jeté au sol. Ensuite, il a pris le cheval et il est parti. Là, je me suis dit, je ne veux plus jamais voir un cheval de toute ma vie. J'ai été élevé par un père, disons, porté sur la violence. Je savais ce que c'était que d'avoir mal. J'ai décidé que je ne craquerais pas, quoi qu'il me fasse, que je resterai fort. Extrait du documentaire Sly, Stallone par Stallone, disponible sur Netflix, avec la voix du regretté Alain Dorval. Il va ensuite écumer les écoles, 13 écoles en 12 ans, un élève très difficile. On l'envoie en école militaire, il y reste à peine un mois. On l'envoie en école pour enfants rebelles, comme on le faisait à l'époque, puis à l'université, sur ces 2 derniers instituts, il commence à jouer la comédie, il y prend goût, et un prof va lui dire qu'il a du talent, et qu'il faut qu'il poursuive dans cette voie. Autre élément fondateur pour la carrière de Stallone. Vers la fin des années 60, donc il a un peu plus de 20 ans, il retourne à New York, puisque c'est là que ça se passe dans cette partie des États-Unis pour trouver du travail en tant qu'acteur. Il va vivre dans la rue, il va squatter à divers endroits, dans des bibliothèques, dans des bus pour survivre. Il va harceler les agences d'acteurs. Il va obtenir quelques rôles, donc il parle d'un rôle à moitié nu sur Broadway, et il va avoir pas mal de rôles, quelques rôles de figuration. On peut évoquer des rôles mineurs dans La Descente infernale en 69, ou dans MASH, de Robert Altman en 1970, où il fait des passages de 3 secondes devant la caméra. Dans La Descente infernale, il joue un convive dans un restaurant, on le voit au fond, et dans MASH, il passe devant la caméra, juste avec un béret de militaire, voilà, pour ses premières apparitions. C'est en 70, tout début 70, qu'il tourne en 3 jours et pour $200, un film que je vais évoquer plus en détail, qu'on connaît sous le nom de L'étalon italien, mais qui s'appelle The Party at Kitty and Studs, donc la fête chez Kitty et Stud.
qui est un film érotique, réalisé par Morton Lewis, qui va sortir en 70, mais qui va surtout ressortir un petit peu plus tard, en 1976. Donc 76, vous calculez, c'est l'année de la sortie de Rocky. Opportunément, les avocats du film demandent $100 000 à Stallone pour bloquer la redistribution. Stallone va dire qu'il n'est pas intéressé. De toute façon, il a déjà largement démarré sa carrière. Il y aura des légendes urbaines autour de ce film. Tout le monde sait qu'il aurait tourné dans un film pornographique, soi-disant. Je me suis attelé à la tâche de regarder ce film. On commence dur. J'avais fini Van Damme avec des films assez nazes et très compliqués à regarder. Je vais m'atteler à ce étalon italien de 1970 qui va sortir en France en 1979. Donc une distribution compliquée, sans doute par des gens relativement crapuleux. Alors je précise petit à petit les règles du podcast. Concernant le résumé du film, à l'instar un peu de Van Damme Express, je vais faire un résumé complet et full spoiler des films que je vous conseille pas du tout de regarder. Donc dès que le film est au minimum mauvais ou absolument sans aucun intérêt, vous aurez le droit à un résumé dans le détail, ce qui vous économisera une vision un peu pénible. Pour les autres films, j'essaierai d'éviter les spoilers concernant les éléments principaux, les twists, les choses qui font le sel du film. Autre règle, et que c'est un podcast qui se veut tout public et familial, je vais donc tenter de vous narrer cet étalon italien de façon relativement poétique, ou en tout cas audible par tous. Alors, l'étalon italien, nous avons droit à une introduction psychédélique. Une femme brumeuse apparaît au bout d'une allée de piliers sous un pont, puis un générique qui nous présente chaque personnage de façon astucieuse. Le rôle principal est tenu par le grand Sylvester Stallone, le héros de Rocky. Les autres rôles sont féminins, il semble que la température des appartements où se déroule l'action soit excessive. Le film démarre enfin. Ce brave Stallone passe de jardin en jardin en sautant des barrières, il se jette dans la neige. Pendant ce temps, des femmes luttent contre des radiateurs toujours dysfonctionnels dans un appartement new-yorkais. Stallone s'appelle Stud, avec sa femme Kitty, ils prennent successivement une douche, puis un bain. Ils sont désormais très propres. Kitty semble fortement éprise de Stud, qui semble peu motivé. Stallone n'est pas très affûté dans ce film, toute cette scène de salle de bain dure 10 minutes. Dans la scène suivante, Stud admire ses muscles dans la glace pendant que deux femmes se relaxent sur un lit en arrière-plan. La température est beaucoup trop élevée et il faudrait ouvrir la fenêtre. La musique rappelle celle de Rocky, dans un style plus bossa nova, du plus bel effet. En fait non. Cette scène dure 5 bonnes minutes que j'ai préféré accélérer. Ensuite, Stud va prendre l'air. Il fait si chaud dans cet appartement. Pendant ce temps, Kitty enfile un pyjama respirant et fume une cigarette en évoquant son amour pour Stud. Elle décide ensuite de faire du sport avec quelques pas de danse, puis monte se changer. Comme la plupart des scènes de ce film, celle-ci prend également 5 à 10 minutes. Kitty prépare enfin la fête prévue en fin de journée. Elle dispose d'une corbeille de fruits ainsi que quelques bouteilles de vin. Stud rentre, elle l'aide à défaire ses chaussures, il semble fatigué, et Kitty lui démontre son affection, mais Stud est en colère, encore ce radiateur défectueux probablement, et casse la vitre. Il y avait pourtant plus simple pour aérer. Son sang est très épais, il coule de sa main, il ressemble à du ketchup, mais nous sommes en Amérique, donc ketchup, c'est raccord. Kitty aime le ketchup. Cette scène d'action et d'émotion nous montre le caractère un peu colérique de Stud, et dure environ 5 grosses minutes. C'est la séquence action du film ensuite. Kitty réalise un pansement de fortune pour la main blessée de Stud, mais elle a une formation de comptabilité, donc le résultat n'est pas génial. Heureusement, il y a une nappe de musique jazz entraînante. Kitty va se préparer un goûter, mais malencontreusement, elle va mordre dans la tartine de Stud, ce qui ne va pas du tout lui plaire. Le film dénonce alors les violences conjugales. Stud aura un comportement tout à fait inapproprié en jetant sa compagne sur le lit, puis en la corrigeant avec une ceinture. Heureusement, le cinéaste délicat nous épargnera trop de violence. On se rend compte facilement que la ceinture a été escamotée par un ruban de GRS. Personne n'a été blessé sur ce tournage. Ouf. Le monteur son, lui, il donne tout ce qu'il a pour nous faire comprendre que Kitty n'en veut pas trop à son compagnon. Tout ceci dure 10 abominables minutes qui se terminent par un dialogue de réconciliation lorsque le couple décide de prendre des substances illicites avant d'accueillir leurs convives. Someday you'll be known as the Italian Stallion. Let's get high.
La fête commence. Une des invitées se déhanche dans le salon en tenue décontractée. L'ambiance est feutrée, celle-ci se rapproche ensuite d'une autre invitée, sur le canapé devant la fenêtre. Pendant ce temps, un autre couple apparemment épuisé tente tout de même de s'amuser dans la chambre. On est à 44 minutes de film, mon cerveau est en fusion. Les convives se rendent dans la salle de bain, pour une contre-soirée dans le brouillard. Ensuite, la mise en scène s'affole et nous propose un couple faisant montre d'affection, leur passion étant reflétée par une grande plaque souple tenue par les invités, symbolisant probablement l'enivrement et l'élévation des âmes. Ensuite, un des invités raconte à sa conjointe une histoire d'amitié interdite entre une cavalière et son cheval. Le compteur affiche fièrement 50 minutes. 2 nouveaux plans de danse, 10 minutes de zumba et de yoga, en tenue légère, la musique peine tout de même à se renouveler. Le final est une communion, tous les convives dansent en ronde et se présentent à la caméra. Le cadreur fatigué peine à redresser ses plans. Enfin, tout ce beau monde s'endort sur le tapis. En guise de conclusion, Kitty gifle Stud, court à l'étage. Stud la suit et lui partage également une gifle. C'est la suite du discours sur la violence conjugale. Pour ce premier épisode, on va faire un peu de didactique concernant les notes. Il y a 4 notes sur 5 points pour faire une note sur 20, pour ensuite décider si le film est très mauvais, bon. Sur le scénario, j'ai mis la note de 0. Il n'y a pas de scénario, enfin je viens de vous le résumer, mais en gros c'est un couple qui organise une fête, avec le copain qui est violent et sa copine qui a l'air d'aimer ça. Voilà. Il n'y a pas réellement d'idée de raconter quelque chose, donc je peux même pas mettre le moindre demi-point là. Allez, carton total, 0 points. La réalisation, j'ai mis 0,5 sur 5. On a des séquences de 10 minutes sans intérêt ni idée, avec un découpage un peu aléatoire. J'ai mis 0,5 points pour la scène du miroir, qui est nulle, mais qui se démarque dans le film. Je sais pas quoi vous dire. J'ai quand même mis 0,5 points pour ça. Sur les acteurs, j'ai mis la même note, 0,5 points. Je pense que personne n'est acteur dans ce film, à part Stallone, en fait, qui fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est probablement pas les acteurs le problème principal du film. Il y a une 4e note, qui est la note L'œil du tigre, à l'instar un peu du bonus Van Damme qu'il y avait dans Van Damme Express. L'œil du tigre, c'est l'apport que Stallone a amené au film, c'est la puissance du film dans la culture populaire. Pour ce film, j'ai mis la note de 0, ce qui nous donne un total de 1 sur 20, ce qui est peut-être un petit peu trop élevé pour un film érotique qui n'est ni un film ni érotique. Il va aller tout en bas du classement. Pour l'instant, il est premier. L'étalon italien, voilà. En ce qui concerne l'année 70, il va tourner dans 2 autres films à New York. Le premier, c'est Lune de miel aux orties, qui s'appelle Lovers and Other Strangers. Il fait effectivement un petit passage éclair dans le fond. Et également dans The Sidelong Glances of a Pigeon Kicker, qui est un film qui a été un film indépendant qui a été racheté par la MGM, tourné à moitié à New York. Film de John Dexter et qui a été abandonné par la MGM et repris derrière par une petite société de production. Et ce qui est intéressant, c'est que Stallone fait un figurant pendant une fête et il a exactement les mêmes vêtements que dans l'étalon italien. Donc on peut imaginer soit qu'il n'avait pas énormément de panoplie de vêtements, soit qu'il a tourné ça à peu près dans la foulée de l'étalon italien. En 71, il y a un petit passage éclair dans le film Clout de Alan Pakula, où il joue dans le générique au début un danseur qui n'a pas de t-shirt et qui danse dans le fond de l'église, donc on voit très peu. Plus intéressant, en 71, dans Bananas de Woody Allen. Alors Woody Allen, ça fait un petit bout de temps qu'il est connu, il écrit des sketchs pour la télévision. Là, c'est son 3e film, donc c'est vraiment le tout début de sa carrière, mais il a déjà un grand succès, notamment en Europe. Il fait déjà des millions d'entrées pour ses films. Et dans Bananas, qui est un film humoristique à sketch toujours, Stallone joue toujours un voyou en blouson en cuir qui vient embêter Woody Allen dans une rame de métro pour une petite scénette d'une petite poignée de minutes, muette, donc doublée au piano, assez sympathique, donc vraiment dans la lignée de Charlie Chaplin, Groucho Marx, voilà, donc ça c'est pour 71, c'est maigre, c'est des petits passages maigres.
En 72, il a juste un rôle de figuration dans What's Up Doc de Peter Bogdanovich, où il passe dans un arrière-plan derrière Barbara Streisand. Voilà, rien d'autre à signaler en 72, où il va tourner sans doute son deuxième film où il a un rôle principal, un film qui s'appelle Rebelle, également No Place to Hide. Je crois qu'on le trouve plus facilement sous le titre No Place to Hide. Je vais devoir donc le chroniquer rapidement et lui donner des notes. Je vous avouerai que j'ai trouvé uniquement une version doublée en turc et avec une image indigne, donc je l'ai regardé assez rapidement. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Je vais vous le pitcher et puis mettre des notes quand même, parce qu'il va falloir le classer. On est à la fin des années 60, il y a des étudiants qui planifient des actes terroristes, donc ils veulent poser des bombes contre des entreprises qui soutiennent les dictatures en Amérique centrale, mais le FBI est sur leurs traces. Alors, c'est un film qui est fauché, qui a pas beaucoup de moyens, mais pour autant qui va faire semblant, en tout cas qui va montrer pas mal d'acteurs, pas mal des plans avec beaucoup de figurants parfois, mais la plupart du film, comme c'est un film fauché, va masquer un peu sa vacuité par des longues scènes de dialogue pas très bien écrites, pas bien jouées du tout, pas très bien réalisées. Il y a le commentaire donc un peu social, politique. Le FBI, ils sont tous corrompus, bien entendu, mais il va un peu tomber à l'eau parce que, à la fin, Stallone va se rendre compte que ce qu'il fait, ça ne mène à rien. Enfin, en tout cas, il va décider de complètement lâcher ce qu'il était en train de faire. Et puis, le film ne raconte rien de particulièrement intéressant. Il va falloir lui donner pour autant des notes. Alors, ça va aller vite. Un autre scénario, j'ai mis 0,5. Il y a quand même un scénario, il y a une idée au début. Donc j'ai mis ça même si le film ne va nulle part et que les dialogues sont nuls. En acteur, j'ai mis 0,5. Stallone est pas génial dans le film, assez oubliable, on s'ennuie beaucoup, on s'ennuie ferme. Les autres acteurs sont encore pires. La note réalisation, j'ai mis 0,5. Il n'y a pas beaucoup plus d'idées que dans l'Italion italien, c'est même un peu prétentieux. Donc j'ai pas osé mettre une note supérieure à 0,5. Il y a la place pour faire mieux quand même. Et toujours un 0 en l'œil du tigre. On voit qu'il a un potentiel, notamment dans son physique. Il a ce physique particulier intéressant. Je pense qu'il fait que, au niveau figurant, c'est pas mal de l'avoir dans le film. Mais bien entendu, ça préfigure rien du tout de ce qu'il va faire plus tard. Ça fait une note totale de 1,5, ce qui le place au-dessus, miracle de l'étalon italien. Et donc, c'est désormais, en 72, le meilleur film de Stallone à date. Nous allons aborder maintenant le dernier film, le troisième film de cet épisode un peu copieux. Nous sommes en 1974, donc l'année suivante, et Stallone décroche son premier rôle important dans un film de cinéma cette fois-ci. Donc pour la première fois, il va apparaître au cinéma dans un film new-yorkais à petit budget qui s'appelle The Lords of Flatbush, qui va être distribué en France sous le nom Les Mains dans les Poches, un titre assez bizarre. Alors c'est un film qui décrit l'ambiance des années 50 dans un quartier de Brooklyn, le quartier de Flatbush. Et c'est un film qui se met dans la lignée des œuvres qui sont nostalgiques du mouvement Greaser qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, dont on a un certain nombre de représentants encore aujourd'hui dans la culture. On pense à American Graffiti, bien sûr Grease. Et puis il y a pas mal de films qui évoluent dans cette époque années 50. L'emblème de cette culture, donc c'est tous ces jeunes hommes en blouson en cuir avec le look un peu identique, les cheveux gominés, d'une mode qui est probablement importée d'Italie avec toutes les générations d'immigrés italiens qu'il y a eu sur ces époques-là. Un look qui est souvent accompagné de motos, on parle de gangs ou de bandes qui évoluent donc entre hommes sur des motos et qui vont jouer un petit peu des mécaniques et des épaules. Donc ce Lords of Flatbush tourné à New York avec en réalisation Martin Davidson et Stephen Verona qui auront fait plutôt une carrière à la télévision avec un petit budget de même pas $400 000 de l'époque. Avec un casting plutôt solide. Il a deux atouts importants, ce film, c'est le casting. Donc on a Perry King dans le rôle de Chico, on a Stallone donc dans le rôle de Stanley. Donc c'est un vrai rôle important, un des 3-4 rôles majeurs du film. Et Paul Mace dans le rôle de Wimpy.
On a un casting féminin qui est intéressant avec Maria Smith, Renée Paris et surtout Suzanne Blakely que nous retrouverons dans plusieurs films avec Stallone à venir, dont Capone et Over the Top. Je passe rapidement sur Perry King. Celui qui va nous intéresser, c'est Henry Winkler. Vous connaissez forcément, ou peut-être ce nom. Il est surtout connu pour la série Happy Days des années 70, donc dans les mêmes années, dans les années suivantes en fait. Il va reprendre à peu près le même rôle, mais il va s'inspirer largement du personnage de Stallone, donc Stanley dans Lords of Flatbush, pour faire son personnage qui va devenir culte et qui lui assurera une carrière peu intéressante, mais tout de même pleine de caméos et de nostalgie, et quand même pas mal de passages à la télé. Mon petit doigt me dit qu'on retrouvera Henry Winkler dans la carrière, pour un rôle important dans la carrière de Stallone, mais ça c'est probablement pour le prochain épisode. Dans les anecdotes croustillantes, et pour montrer un peu le pédigré vraiment correct du film, il y avait Richard Gere qui devait jouer initialement Chico, mais il y a eu un conflit assez tôt dans le tournage avec Stallone. Richard Gere était adepte de la méthode acteur studio, donc du coup il était complètement dans son rôle de Chico. Il a mangé un hot dog dans la voiture à côté de Stallone qui lui a dit c'est plein de gras et de moutarde, tu vas m'en mettre dessus, tu vas m'en mettre sur mon pantalon. Si ça arrive, t'entendras parler de moi. C'est ce qui est arrivé et Stallone lui a envoyé un coup de coude dans le visage et l'a éjecté de la voiture. Le réalisateur a décidé donc de se séparer de Richard Gere plutôt. C'est un choix qu'il a fait. Il devait se séparer d'un des deux. C'est un choix qui a permis donc de mettre Stallone sur une affiche et de lui permettre sans doute de poursuivre sa carrière, mais nous verrons ça probablement dans les épisodes à suivre. Alors qu'est-ce que ça raconte ce Lords of Flatbush ? C'est quand même un film extrêmement simple. On est à la fin du lycée, on a ces 4 garçons, jeunes hommes, qui sont un peu dans un loup-cloubar et dans un quotidien violent, de fait de bagarre. Ils sont quand même équilibrés par leur petit ami ou leur relation, parce que ils passent leur vie au billard ou en classe. En classe, ça se passe pas super bien, on le voit au début du film. Mais ils ont des romances, donc chacune un peu différente. Chico, lui, il essaie de séduire une fille qui s'appelle Jane, mais il n'en est pas vraiment amoureux, et puis surtout, il n'est pas vraiment lui-même quand il est avec elle. Donc Jane a du mal, bien sûr, à s'engager et à se projeter avec lui. Donc ça va être le premier couple. Le deuxième, c'est Butchie. Alors Butchie, lui... on le voit surtout avec une certaine intelligence, avec des livres, etc. Et puis dès qu'il est avec le groupe, lui, il essaie de cacher un peu sa personnalité pour être le gros dur. Et enfin Stanley, donc Stallone, qui lui a une relation plutôt sérieuse et plutôt longue durée avec Franny. Et donc on a toute une histoire dans le film où en fait elle est enceinte, donc il doit l'épouser. Ces scènes où il va aller chez les parents de Franny, où il aura toute cette pression pour aller acheter une bague extrêmement chère qu'elle aura choisie par avant. Voilà, donc le film raconte pas énormément de choses, c'est uniquement des parcours, ça doit se durer en quelques jours, où ces 4 amis vont passer de loupard avec donc une insouciance totale du quotidien et cette habitude un petit peu violent de gang et sans responsabilité, à des adultes. Donc c'est un film classique de passage à l'âge adulte dans cette ambiance Brooklyn, avec une grosse composante musicale, puisqu'on va avoir une présence importante de chansons, donc pop, doo-wop, rock de l'époque, et qui sont de grande qualité, et qui vont donner une couleur au film assez agréable. Don't it feel good to ride together the way I'm feeling today? I never thought I could be so happy having you by my side as together we ride, together we ride. Hand in hand along the sand. It feels good to walk together, hand in hand along the sand. It feels good to talk together the way I'm feeling today. Never thought I could be so happy to be holding your hand as we walk in the sand. I like holding your hand.
C'est un film qui aura du succès, qui va rapporter pas mal d'argent, près de 15 millions de dollars, et qui fera près de 300 000 entrées, même en France, qui a une aura particulière. Même aujourd'hui, il y a pas mal, notamment d'Américains, les mêmes qui sont plutôt nostalgiques de Happy Days, qui regardent ce film régulièrement. Il passait à la télévision dans les années 80 très régulièrement aux États-Unis. Voilà, donc c'est un film qui bénéficie d'une certaine aura culte, un peu au-delà de Stallone, parce que même les gens qui connaissent Stallone savent par exemple qu'il a tourné dans l'étalon italien, mais connaissent absolument pas ce Lords of Flatbush, donc une découverte intéressante. Je vous propose de passer aux notes. Alors on a la note scénario. La note scénario, je lui ai mis 2 sur 5. Donc c'est une note plutôt moyenne, parce que le film en fait ne raconte pas grand-chose. Il y a certaines qualités d'écriture. Je trouve qu'il y a quelques dialogues, alors notamment les dialogues de Stallone. Je sais qu'il a réécrit la scène vers le pigeonnier. C'est pas une scène qui crève l'écran, mais qui est un pivot intéressant en tout cas. Je trouve les personnages plutôt bien écrits. C'est un film où il se passe pas grand chose, mais qui parle quand même plutôt bien de toutes ces choses du passage à l'âge adulte, de la prise de responsabilité, de la pression sociale sur justement le mariage, sur le couple, et puis sur ce qu'on doit devenir alors qu'on est juste sorti du lycée. Tout ce truc des apparences aussi des hommes là qui est plutôt très intéressant, et avec une fin plutôt positive, j'ai trouvé, avec ce mariage, et en fait ces jeunes qui se retrouvent eux-mêmes et en groupe. J'ai plutôt aimé l'écriture et le ton de ces scènes, mais encore une fois, un film qui passe pas à grand chose de nous ennuyer profondément parfois. J'ai mis 3 sur 5 à la note acteur. Je trouve qu'ils s'en sortent tous très bien. Alors bien sûr, il y a Stallone et Henry Winkler, je trouve qu'ils sont un petit peu dans le haut du pavé, avec Susan Blakely, que j'ai trouvé délicieuse dans son rôle et fort juste. Mais Maria Smith est très bien également, et ils sont plutôt sobres, tout en mettant des éléments assez iconiques dans leur jeu. Quand on pense que ce personnage de Fonzie, qui est une sorte de fusion entre le personnage d'Henry Winkler et de Stallone dans Lords of Flatbush, deviendra culte, je peux pas écarter la qualité d'acteur et de casting dans ce film. Alors par contre, à la réalisation, j'ai mis un petit peu moins, j'ai mis 2 sur 5. Tout d'abord, la partie image, qui est plutôt de qualité, mais les cadrages sont pas terribles, les plans sont souvent peu composés, il y a un rythme dans le découpage des plans qui est un petit peu mou, et ça c'est sauvé par le montage sonore en fait, qui est plutôt de qualité. Alors pas forcément l'enregistrement des dialogues qui à l'époque étaient quand même sont pas super bien enregistrés, il faut tendre l'oreille pour comprendre les dialogues, mais les musiques sont bien choisies, elles rythment le film. C'est un peu comme si le film a été construit autour de cette bande originale en fait. Je l'ai mis dans la partie réalisation, et donc ça nous fait 2 sur 5 en réalisation. J'en dis beaucoup de bien, donc il faut nommer les responsables de cette bande originale. À la tête, on a Joseph Brooks, qui est aussi réalisateur, mais qui est arrangeur et puis compositeur, qui a fait quelques bandes originales, comme pour Headin' for Broadway, qui a plutôt bonne réputation, ou Happiness, en 1998. Il est épaulé par un certain nombre d'artistes, dont des chanteurs, principalement Jamie Carr. Jamie Carr qu'on entend plusieurs fois, et j'ai recherché pas grand chose sur ce chanteur. Sur sa carrière dans le cinéma, il y a rien. Donc on a également Charles Brown pour les solos de guitare, Jerry Keller et Bill Dean, donc pour des noms qui sont rarement cités ici. On va les évoquer, ils le méritent. Enfin, il y a la note L'œil du tigre. Alors j'ai mis 1,5 sur 5, ce qui peut sembler sévère. C'est le premier film où on voit vraiment qu'il a de solides qualités d'acteur. Donc il est très bien durant tout le film. Il n'a pas un charisme fou, il est très suiveur et académique. On ne perçoit pas ce que sera sa carrière, même si, bien sûr, il influencera Henry Winkler dans son jeu. Et on voit sur certains plans, de par sa carrure, sa démarche, qu'il pourrait y avoir un potentiel à exploiter. C'est pas tout à fait le cas encore dans ce film, où Stallone est quand même très suiveur et solide, à défaut d'être génial. Ça nous fait un total de 8,5 sur 20, ce qui est quand même une note très correcte. En tout cas, par rapport aux 2 premiers métrages, on fait un énorme bond. C'est un film que je vais ranger dans les
très moyen à pas mal. Voilà, on est un peu entre les deux, selon votre affinité à ce genre de film sur le Greaser et à votre appétence à la bande originale qui est plutôt correcte, qu'on trouve sur YouTube, hein, ça vous. Et donc à ce jour, le classement de Stallone Express, c'est 1. Lords of Flatbush, Les mains dans les poches, 2. Rebel, No Place to Hide, et 3. The Party at Kelly and Stud. C'est la fin de ce premier épisode qui m'aura demandé un certain temps de production. J'espère que je serai un peu plus rapide pour les suivants et que je vais pouvoir vous proposer un rendez-vous à peu près régulier. Je ne m'engage pas sur tous les 15 jours comme c'était sur Vandame Express, mais je vais essayer tout de même d'avoir plusieurs épisodes par an. Vous avez compris que chaque épisode, c'est pas un seul film, ça sera 2 films en moyenne. Pour le prochain, nous explorerons l'année 75, Capone de Frank Nitti et La course à mort de l'an 2000 de Paul Bartel. Donc c'est les 2 films que nous traiterons sur le prochain épisode. Il y aura bien sûr des petites apparitions dans plusieurs autres films que nous évoquerons. Un petit mot sur l'univers Gros Bras Express, que j'ai baptisé ainsi puisque pour l'instant on a le podcast Vandame Express qui est terminé en attendant d'autres films, mais vous pouvez écouter donc l'ensemble du podcast. Et le dernier épisode, c'est sur le jardinier avec donc Michael Youn et compagnie, et que j'ai enregistré, que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Steve de la chaîne YouTube Revue, que je vous recommande par ailleurs si vous avez envie de passer un excellent moment devant des films plus ou moins bons. Gros Bras Express, c'est comme ça que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Ce sont les chaînes qui vont suivre la diffusion de ces épisodes sur lesquels vous pouvez échanger avec moi si vous le désirez. C'est la fin de cet épisode, il me reste à vous souhaiter un excellent début d'été et je vous retrouve la prochaine fois. Salut. Stallone Express. And to all the Rockies in the world, I love you. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Stallone Express.